Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Donc, comme toutes les soirées, ce rendez-vous, on essaie de le maintenir. Et avant de commencer ce live, j'aimerais vous dire que déjà le programme de la semaine prochaine, il est en cours. Il y a des thématiques très intéressantes. Une thématique, comme toujours, sur la périnéologie. Il y a une thématique de kiné de sport. Il y a d'autres thématiques intéressantes, la thérapie manuelle, avec des anciens intervenants, mais aussi de nouveaux intervenants. Donc, on essaie d'être fidèle à ce rythme pour pouvoir combler toute cette période de confinement avec de la formation continue à distance via les lives de l'Association marocaine de thérapie manuelle. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons une thématique très intéressante qui sont les trigger points. Monsieur Smaïl Bouzgraoui Alaoui, c'est lui qui va animer ce live. Et demain, Inch'Allah, nous aurons avec nous pour la première fois Mademoiselle Houda Hello qui va parler des tendinopathies achilliennes. Donc, j'essaierai d'avoir Monsieur Smaïl parmi nous. Voilà, elle est déjà là. Dans quelques instants. Salam alaikum, si Ismail. Salam alaikum, si Younes. Ça va, labas alik? بخير. Alhamdulillah. الحمد لله. ايوا شنقول لك ce rendez-vous habituel عندنا انا بعدا في الدار وليت ضروري à 10h je demande à la famille un peu d'éteindre les téléphones et de couper la connexion comme ça on pourrait plus ou moins permettre un live de qualité. Alors j'espère que vous allez bien et donc Ismail a quitté. Alors je vais l'inviter à nouveau. Alors, salam alaikum, c'est Ismail. Donc aujourd'hui, vous allez traiter la thématique des trigger points. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais vous donner la parole et donc à vous la parole. C'est Ismail. Merci beaucoup, Sion. C'est désolé pour ce petit problème de connexion. Donc bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bon ramadan avec le confinement et la prière à la maison, etc. Pas trop de déplacements, donc ça facilite le jeûne et tout. La thématique d'aujourd'hui, les trigger points. Les trigger points, une thématique très intéressante. Ça paraît comme problème associé à d'autres pathologies, mais des fois, ça va être le sujet si je me permets de dire, un diagnostic différentiel ou d'élimination. Comme vous l'avez constaté dans les lives précédents, prenons l'exemple du live dont on a traité le problème des articulations temporomandibulaires. Et quand on a parlé des trigger points au niveau du masséter, au niveau du temporal, etc., qui vont mimer des douleurs de l'articulation temporomandibulaire. D'où l'intérêt de comprendre les trigger points, comment ils vont référer leurs douleurs vers d'autres zones de projection. Et ça va des fois nous induire à l'erreur. Et on va penser à d'autres pathologies alors qu'il s'agit d'un trigger point qu'il faut juste identifier et repérer. Donc, toujours on commence avec la petite histoire. Ça a été découvert par Dr. Janet Travell et Simmons. Janet Travell, c'était le médecin responsable de John Kennedy, l'ex-président américain, etc. Mais bien avant, très bien avant, ça a été développé d'autres concepts qui parlaient de trigger point, mais avec d'autres nominations. Donc, à travers l'histoire, en 1904, Gowers a appelé déjà les trigger points comme fibrosite. Après, en 1911, Telling les a appelés fibromyosite. Et les nominations ont évolué. Muller, en 1912, les a appelés myogénolèse, myofascite albe en 1927, etc., jusqu'à 1948. Et là, où il y avait l'apparition, la première fois, de deux nominations accordées par Travell
c'est le syndrome myofacial douloureux ou les points trigger myofaciaux. Point trigger myofacial, c'est trigger point, c'est américain. Si on veut parler langage français vraiment, on parle de point gâchette, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce trigger point? Qu'est-ce que c'est que déjà un trigger point? Donc, un trigger point, pour le comprendre, il faut comprendre un petit peu le mécanisme de fonctionnement musculaire. Comme vous le savez, un muscle, il est composé de plusieurs éléments, passifs, actifs et des protéines. On a les filaments d'actine, les filaments d'homéosine, et entre ces deux filaments, ces deux protéines, pour qu'il y aura contraction, il est nécessaire de former ce qu'on appelle les ponts actomyosines. Pour une formation de ponts actomyosines, on a besoin de calcium. Le calcium a pour but de dégager la troponine, enlever la tropomyosine et laisser les ponts actomyosines se former. Et donc, la nécessité d'avoir du calcium dans la cellule musculaire est très important pour qu'il y aura de la contraction. Mais comment ce calcium va venir ici se déposer à l'intérieur de la cellule musculaire et justement dans cet espace entre l'actine et la myosine? C'est là où on a besoin de l'ATP. L'ATP, il a deux buts, c'est de lancer ces citernes terminaux qui se trouvent dans le rétinaculum sarcoplasmique pour éjecter du Ca2+, du calcium en dehors et laisser s'effectuer ces ponts actomyosines. Bien avant, il y a un influx nerveux qui vient par le nerf moteur qui va aller se propager sur toute la membrane sarcoplasmique et rentrer par les invaginations du membrane sarcoplasmique qui sont les tubules T. Ces tubules T qui vont atterrir directement vers la cellule musculaire et vers les ponts actomyosines et terminaux du rétinaculum sarcoplasmique. Ça, c'est de 1. Donc, maintenant, comment l'altération de ces mécanismes vont participer à la formation d'un trigger point? On va essayer de simplifier les choses. Donc, tout d'abord, on va prendre la théorie de la crise énergétique. La théorie de la crise énergétique, comment il va expliquer le trigger point? Donc, on a un déficit d'ATP, soit par excès de contraction, soit par mauvais approvisionnement, ou tout simplement, c'est un épuisement du stock de l'ATP au niveau de la cellule musculaire. Et là, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence, vu qu'on a cet épuisement du stock de l'ATP? Donc, il y aura un mauvais relâchement. Il n'y aura pas une élimination du calcium de l'espace cellulaire musculaire. Donc, on aura toujours ce calcium, donc il ne sera jamais réintégré vers les citernes terminaux, parce qu'on a besoin que le calcium dégage d'ici, de la cellule musculaire, pour qu'il y aura une inhibition, pour que la troponine et la tropomyosine reprennent leur place et le muscle se relâche. Vu qu'il n'y a pas l'ATP, on ne peut pas réintégrer le calcium. Donc, vu qu'on ne peut pas réintégrer le calcium, il y aura toujours ces ponts actomyosines qui seront fixés, et c'est là on parle de la contraction. Si le pont actomyosine est formé, donc ça c'est la contraction musculaire. Et donc, si on maintient la contraction musculaire, avec le temps, ça va devenir un point trigger. Et puis, quand il y a un ensemble, on va avoir une contracture musculaire. Ça, on parle de l'échelle microscopique ou en trigger point. Après, au macro, on parle de contracture musculaire. Ça, c'est la théorie de crise énergétique. Après, une deuxième théorie qui explique encore les trigger points, c'est ce qu'on appelle la théorie de la plaque motrice déficitaire, ou le déficit de la plaque motrice. Et là, le meilleur exemple, c'est dans une zone musculaire où on trouve qu'il y a plusieurs contractures, où c'est le muscle le plus spasmé tout le temps, c'est le trapèze supérieur par exemple. C'est une terminaison libre, voilà, qui donne le meilleur exemple de plaque motrice déficitaire, parce que cette plaque motrice, elle est toujours active. Elle est toujours active, pourquoi? Parce que tout simplement, ce genre de muscle a une innervation qui est centrale, et donc cette innervation est centrale par le nerf spinal, ou ce qu'on appelle le nerf accessoire, c'est un nerf crânien. Tout état de stress se transmet vers ce muscle-là, et donc ça donne un spasme. Le fait d'avoir cette contraction permanente due à cette plaque motrice qui est déficitaire, donc ça va mener vers l'épuisement de l'ATP, et donc ça va mener au maintien du pont actomyosine, et donc maintien de la contraction musculaire et formation des points triggers dans ce muscle. Autre chose à ne pas oublier, deux cercles vicieux qui accompagnent la plupart du temps les trigger points. Deux problèmes. C'est que il y a la boucle contracture-ischémie, il y a la boucle congestion
douleur. Donc ces deux boucles ils sont trop importantes à comprendre pour mieux comprendre la sémiologie des trigger points. C'est que quand on a la contracture, le déficit d'ATP, il sera pérennisé par la contracture. Au début, c'est l'ATP qui va causer la contracture, mais par la suite, ça serait la contracture qui va causer ce déficit d'ATP. Comment? Tout simplement parce que un muscle, il est innervé, vascularisé et tout. Donc, il a un réseau artériel, il a un réseau veineux. Ces artérioles et ces veineux qui vont faire venir du sang oxygéné vers le muscle et qui vont dégager les déchets métaboliques du muscle. Donc, ils seront piégés par cette contraction musculaire. Ils sont piégés par cette contracture, ce trigger point. Et donc, quand on a le maintien de la contraction, donc on va certainement maintenir l'ischémie parce que le réseau artériel est étranglé, donc on ne peut pas avoir de l'oxygène et de l'ATP qui va arriver. Donc, on rentre dans un cercle vicieux d'entretien de cette contracture ou de cette trigger point. La même chose pour la douleur, pour expliquer la douleur, ou l'irritabilité plutôt, c'est que quand on a une contracture ou un point trigger, aussi le réseau veineux, il est congestionné, et donc ce congestionnement du réseau veineux, il va causer tout simplement une perte d'élimination des déchets métaboliques, et donc une diminution du pH, et qui dit diminution du pH, ça veut dire que le milieu devient acide et devient irritable et douloureux. Et c'est ça qui maintient aussi la douleur. Et donc, ces douleurs, on sait très bien quand on a une douleur, là, l'organisme, il répond comment? Il répond tout simplement, le muscle, il répond par plus de contraction. Parce qu'on sait très bien que la contraction est un mécanisme réflexe aussi à la douleur. Pour se protéger, il va se contracter. Et donc, la douleur, il devient comme une étiologie. Il va entretenir la contracture. La contracture entretient la congestion veineuse et l'ischémie artérielle. Et donc, on n'aura plus d'ATP. On aura une augmentation d'acidité par diminution de pH. Et donc, et c'est là ce cercle d'entretien de douleur, ischémie et congestion. Maintenant, puisqu'on a un petit peu compris comment ça fonctionne et le mécanisme de formation de trigger points et leur classement. Maintenant, on va les classer, les trigger points. Il y a plusieurs types de trigger points, selon la douleur, selon la localisation, selon la chronologie d'installation de ces trigger points. Tout d'abord, pour la douleur. Donc, on a des trigger points qui sont latents et on a des trigger points qui sont actifs. Quelle est la différence? C'est très simple. Un point trigger qui est latent, c'est un point trigger qui est silencieux spontanément. Il ne dégage pas de douleur, le patient ne sent rien, mais à l'examen palpatoire, là, on va sentir des douleurs. Le patient va sentir des douleurs. Si on palpe le trigger point. Si on ne le palpe pas, le patient ne va rien sentir. Un point trigger actif, c'est un point trigger qui va donner des douleurs même quand on ne le palpe pas. Même à l'état spontané, c'est un point où le patient va nous relater durant l'interrogatoire, il va nous parler d'une douleur, voilà, des fois qui irradie, etc., dans ce muscle, sensation de fatigue. Il y a beaucoup de types de descriptions de trigger points. Ça, en ce qui concerne leur classification en matière de douleur. Maintenant, en matière de localisation. En matière de localisation, les trigger points centraux et d'insertion. Un point trigger central, c'est un point trigger qui va concerner le centre du muscle et qui va être dans le corps charnu du muscle. Un point trigger d'insertion, comme son nom le porte, c'est un point trigger qui va être dans l'extrémité du muscle, ou carrément il y a des auteurs qui le décrivent dans le tendon. Et là, c'est très bien expliqué par la nature et la physiologie, parce qu'on sait très bien qu'un muscle composé de plusieurs chefs, il a un muscle, il a des enveloppes. Il a le périmysium, l'épimysium, périmysium et l'endomysium. L'ensemble de ces enveloppes, ils vont se réunir vers la fin pour former ce qu'on appelle le tendon. Et donc, à chaque fois qu'il y a un point trigger dans la myofibrie ou la fibre musculaire, donc il va engendrer une diminution de dimension, bien sûr, du muscle, et donc ça va influencer le périmysium, l'endomysium et l'épimysium, et donc ils vont tirer sur le tendon, et donc ils vont former par la suite un petit problème au niveau du tendon. Donc, c'est pour ça qu'on parle des points triggers un petit peu d'insertion au niveau du tendon. Maintenant, par ordre chronologique, on a les points triggers satellites et les points triggers primaires. Un point trigger primaire, c'est un point trigger qui va générer d'autres points triggers satellites. Ça veut dire que c'est le point trigger essentiel qui va donner la douleur la plus atroce. Il va être actif et par mécanisme de réaction,
de propagation de douleur, il y aura d'autres groupes musculaires, soit synergistes, soit antagonistes, qui vont développer des points triggers comme défense à cette douleur. Donc là, en ce qui concerne la classification des trigger points, c'est ce qu'il y a une question à part avant que je passe aux modalités thérapeutiques de traitement. Alors, en fait, trois questions qui veulent plus d'éclaircissement sur la nature des trigger points. Alors, tout d'abord, la différence entre trigger point et contracture, ça vous l'avez dit, et j'aimerais que vous allez répéter la réponse. Est-ce que plusieurs trigger points peuvent siéger dans un seul muscle? Ça peut-être vous avez répondu à ça. Et est-ce que les trigger points peuvent siéger au niveau du tendon? Très bien. Donc, je réponds à la première question. La différence entre trigger point et contracture musculaire. Ça dépend de la dimension. Un trigger point, c'est plus petit. C'est plus petit et c'est plus localisé. Une contracture, c'est plus volumineux et c'est très facile à palper. Un trigger point, il demande beaucoup de dextérité au bout des doigts pour le palper. Il y a même des articles scientifiques maintenant qui critiquent la palpation du trigger point, vu que c'est subjectif et ça dépend de l'expérience du thérapeute, les connaissances du thérapeute, etc. Par contre, la contracture, même un novice, un kinésithérapeute novice, voilà, qui vient d'être diplômé, même un stagiaire, il peut palper une contracture. Reste à savoir est-ce qu'il peut faire la différence entre contracture, lipome, beaucoup de problèmes, etc. Voilà, une tumeur, s'il palpe une tumeur, etc. musculaire. Ça reste une crépitation derrière. Et donc, ça, c'est la différence entre la contracture et le trigger point. Deuxième question, Sion, c'est quoi? Deuxième question, c'est... Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs trigger points dans un seul muscle? Bien sûr, on peut avoir plusieurs trigger points dans un muscle, sauf que notre démarche diagnostique ou notre démarche de bilan diffère pour savoir l'ordre chronologique, parce que le traitement, il diffère par rapport à l'ordre chronologique. Donc, un point trigger actif, on peut avoir dans le même muscle ou dans le même groupe musculaire synergiste plusieurs trigger points. Mais à savoir que la classification qu'on a donnée tout à l'heure, c'est que le trigger point primaire qui a été formé en premier, c'est le trigger point qui va donner plus de douleur, et qui va former plus de douleur, et qui va irradier vers les autres endroits pour donner le lieu de la formation d'autres trigger points. Par exemple, je dis n'importe quoi, il faut savoir déjà que la cellule musculaire est la cellule la plus longue dans le corps humain. On peut avoir des cellules qui atteignent des centimètres, la cellule musculaire. Ça, c'est de 1. De 2, elle est polynucléaire. Elle a plusieurs noyaux. Donc, imaginons que mon doigt, mon index, c'est une fibre musculaire. Si j'ai un trigger point ici, il va former un petit nœud qui va diminuer les dimensions de mon muscle ou de ma myofibrille. Et donc, ça va influencer les sarcomères qui sont à côté. Donc, il va tirer dessus. Et s'il va tirer dessus, on sait très bien que le muscle est bien appareillé d'un certain élément qui s'appelle le fuseau neuromusculaire, qui, via un mécanisme réflexe d'étirement, il va réagir par contraction. Et donc, il y aura la contraction de compensation dans le même muscle pour compenser l'étirement causé par un trigger point. Et donc, il y aura une formation d'un deuxième trigger point et d'un troisième trigger point par la suite. Et pourquoi pas dans d'autres muscles synergistes. Donc, on peut avoir plusieurs muscles. Mais dans le traitement, c'est là où il faut vraiment mettre en place un raisonnement clinique pour la chronologie de traitement, parce qu'on ne peut pas les traiter n'importe comment. On doit traiter la source et puis aller vers les conséquences. Troisième question. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des trigger points dans les tendons? Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui décrivent qu'il y a des trigger points dans les tendons. On a expliqué comment. C'est parce qu'un muscle, il est enrobé ou enveloppé par ce qu'on appelle l'épimysium, le périmysium et l'endomysium. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème de trigger point au niveau du muscle, ça agit sur toute la longueur du muscle et donc ça va retentir même sur son insertion au niveau de l'os. Et l'insertion, c'est le tendon. Et donc, ça va tirer sur l'insertion et même parce que le tendon, c'est l'ensemble de ces enveloppes qu'on vient de citer au niveau du muscle. Donc, s'ils perdent de leur dimension, donc ils vont former des nœuds même dans les tendons. Il y a aussi maintenant, par exemple, dans le traitement, traitement des trigger points par dry needling, maintenant, on doit piquer les tendons, on travaille sur les tendons, etc. Alors,
j'ai des questions concernant certaines pathologies. Par exemple, est-ce que la paralysie faciale pourrait occasionner des trigger points? Problème neurologique par excellence, à ne pas confondre avec un trigger point qu'on a très bien expliqué la cause de sa formation, c'est soit une crise énergétique due à un manque d'ATP, soit une plaque motrice qui est déficitaire euh, avec une source périphérique ou avec un état de stress, mais pas de paralysie faciale. D'accord. Alors, je pense que j'ai une question que Madame Debar a déjà répondu à ça. Trigger point et douleur périnéale. En fait, dans l'autre live, Madame Debar a plus ou moins présenté au long et au large les différentes douleurs pelviennes. Elle a noté aussi que certaines contractures peuvent avoir une conséquence sur le périnée, notamment des douleurs. Et puis, si vous le permettez, Monsieur Smaïl, on pourrait reprendre la même question avec Madame Debar pour la prochaine apparition qui sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Tu as tout résumé parce que je ne suis pas périologue. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors, dans les spasmes, c'est une question. Dans les spasmes musculaires, est-ce qu'on peut agir par des trigger points? Là, Ismaël, j'aimerais bien que vous mentionnez, parfois quand on dit trigger point, on parle du phénomène musculaire, mais en même temps, on parle d'une méthode pour corriger ce phénomène. Oui, oui. Oui. Là, est-ce que vous pouvez plus ou moins parler de cette nuance? Très bien. Dans cette première partie, je parle du trigger point, problème pathologique, voilà, de muscles, etc. Je ne parle pas de traitement. La deuxième partie, je vais parler du traitement. Donc, ça c'est une question qui, voilà, par rapport au spasme musculaire. Si on a un spasme musculaire, la démarche, elle est très importante de commencer toujours par interrogatoire, bilan. Le bilan d'un spasme musculaire, il est clair. D'après l'interrogatoire, on va recruter quelques éléments pour savoir la source. Et puis, dans le bilan, c'est les tests d'hypoextensibilité qu'il faut faire pour le premier lieu. En premier lieu, il faut faire test d'hypoextensibilité. Je donne n'importe quel exemple, n'importe quel groupe musculaire dans le corps. Par exemple, on prend les ischio-jambiers, par exemple. Les ischio-jambiers, il y a le Kendall test. Le Kendall test, c'est le test le plus validé pour l'hypoextensibilité. C'est l'angle du genou qu'on va mesurer. S'il est au-dessus de 15 degrés, ça veut dire que là, il y a une hypoextensibilité et on va toujours suivre l'amélioration par cet angle. Donc, si on a une hypoextensibilité, il y a un spasme musculaire, il suffit de savoir si ce spasme musculaire, on doit chercher des trigger points. S'il y a des trigger points, on peut les incriminer. On peut les incriminer, comme quoi c'est la source de ce problème d'hypoextensibilité. Et on doit les traiter soit par dry needling, soit par pression ischémique manuelle, etc. Donc, on va voir ça dans les modalités thérapeutiques. Mais ça peut être dû aux éléments passifs du muscle. Une personne qui ne fait jamais d'étirement, voilà, qui a un problème d'extensibilité musculaire. Si tout à l'heure j'ai parlé de l'actine et de la myosine, ce sont les éléments actifs décrits par le modèle de Hill modifié par Shorton en 1983. Et donc ça, c'est ce modèle qui va la mécanique musculaire. Il y a aussi des éléments qui sont passifs. Et ce sont les enveloppes dont j'ai parlé tout à l'heure et l'actine ostrisée. Et donc, si ces éléments passifs qui sont hypoextensibles, il y a d'autres modalités de traitement. Ce n'est pas les trigger points, ni la pathologie trigger point, ni le traitement qui va résoudre le problème, mais c'est un type précis d'étirement vers la fin du live. Si vous voulez, on va parler de ça. Alors, en fait, j'ai une question qui touche aussi au concept de trigger point. Vous savez que nous, les kinés, on utilise un terme du jargon kiné, plutôt le nœud musculaire. Est-ce qu'on peut dire que le nœud musculaire est un trigger point, hein? Est-ce que les méthodes qui agissent sur le trigger point pourraient servir dans le nœud musculaire? Moi, le terme de nœud musculaire, pour moi, ça reste un petit peu générique. On peut expliquer, c'est très important de le savoir, parce que c'est un langage qu'on peut adresser aux patients. Comme ça, on va leur vulgariser, leur simplifier l'idée.
Mais pour le jargon kinésithérapique, je préfère utiliser soit contracture, soit trigger point. Il y a dans un autre concept que je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est le strain contre strain ou la technique de Jones, qui on parle de tender point et non pas de trigger point. Donc ça, c'est un autre jargon à laisser aux ostéopathes et tout. Et donc, aujourd'hui, si je parle de trigger point ou de contracture, il vaut mieux de les utiliser par rapport à la terminologie de nœud. Par contre, pour le traitement, on va voir, c'est presque le même traitement par technique de dry needling et par technique de pression ischémique. D'accord. J'ai une question très intéressante. Comment peut-on faire la différence entre une contracture et une déchirure profonde? Très bien. Ça, c'est voilà, c'est une question intelligente parce qu'une déchirure profonde, ça va laisser une encoche. Et cette encoche, ça veut dire c'est une dépression dans le tissu. Donc, les deux verges de l'encoche, ils vont apparaître comme des petites bosses. Et donc là on va suspecter un petit peu, comme il y a deux contractures ou deux trigger points, un à côté de l'autre. Mais ça peut passer sur un novice, mais quelqu'un qui est habitué voilà, à palper, à travailler sur des trigger points, etc., c'est très clair. La différence, c'est que une encoche, une douleur d'une encoche musculaire ou d'une déchirure musculaire, elle est distincte d'une douleur d'un trigger point. Un trigger point qui est douloureux à la palpation, ça irradie vers une zone, vraiment, vers des zones bien précises dans des cartographies musculaires. Par contre, une déchirure musculaire, ça engendre beaucoup de déficits déjà dans l'interrogatoire, des déficits fonctionnels. Quelqu'un qui a une déchirure musculaire, il ne peut pas contracter son muscle ni de façon isométrique, ni concentrique, ni rien du tout. Il va présenter des douleurs comme ça. Après, au niveau fonctionnel, marche, etc., ça va être douloureux. Mais par contre, un trigger point ne va pas nous gêner tellement qu'une déchirure. Une déchirure, ça va être plus gênant qu'un trigger point. Après, la déchirure, même dans l'histoire de la formation, c'est pas la même chose. Un trigger point, c'est progressif. C'est très progressif et le patient va nous décrire, voilà, des douleurs qui vont s'installer progressivement. Après, voilà, si une femme, par exemple, sur un trapèze, il va te dire, c'est plus quand je porte mon sac, c'est là où j'ai mal, où je porte un poids. Mais par contre, une déchirure, la personne va te dire, du jour au lendemain, l'arrivée de la déchirure, je ne peux plus. Je ne peux plus marcher, ou je ne peux plus marcher normalement, correctement, ou je ne peux pas porter. Donc, c'est différent. Alors, en fait, je vais te donner toutes les questions. Comme ça, je réponds pas à beaucoup de questions la semaine prochaine quand je vais aborder les techniques myotensives. Alors, j'ai des questions aussi par rapport au trigger point. Est-ce qu'il y a un phénomène inflammatoire qui s'installe? Oui, bien sûr. Il y a un phénomène inflammatoire en trigger point. Il y a un phénomène pro-inflammatoire qui s'installe au début et qui va disparaître par la suite. Qui va s'installer au début et par la suite, ça va devenir tissulaire. Le problème devient histologique. C'est au niveau du tissu qu'on aura cette acidité qui va devenir irritable. Donc, à faire la différence entre irritabilité et inflammation. L'inflammation peut donner l'irritabilité. L'acidité aussi peut donner l'irritabilité. Mais sauf que l'inflammation, elle est accompagnée par d'autres phénomènes comme la rougeur, etc. Par contre, ce que je vais vous choquer, c'est que pendant le traitement, par exemple au dry needling, c'est là où on va chercher l'inflammation. Nous, on va chercher à causer une inflammation réparatrice. Parce que vous savez que avec l'inflammation, on a beaucoup de phénomènes qui accompagnent, comme la phagocytose, qui va éliminer le tissu ischémié, etc. Et comme le faire appel à de la collagène de type 1, de type 3, etc., qui vont construire la zone musculaire et tout. Et tout ça, ça accompagne l'inflammation et des phénomènes post-inflammatoires. Donc, on va les utiliser de notre côté pour traiter le patient ou pour traiter ces trigger points. Alors, j'ai deux questions de Madame Tsoria qui vous demande est-ce que les jambes sont souvent épargnées comme on l'entend et est-ce qu'il y a une cartographie du corps des principaux trigger points qui peuvent exister? Oui.
il y a une cartographie bien définie par Simons et Travel et le reste, mais la plupart du temps, autant que clinicien et pratiquant, il y a aussi les cliniciens et pratiquent avec des sportifs de très haut niveau d'athlétisme, je ne te conseille pas de suivre la cartographie parce que la cartographie, elle est figée, elle est stéréotypée et elle est protocolisée. Alors que personnellement, quand chacun ses zones d'irradiation, etc. Donc, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours la même chose. Je ne conseille pas de suivre vraiment la cartographie à 100%. D'accord. D'autres questions concernant aussi toujours le concept de trigger point. Si maintenant nous avons un trigger point qui se trouve au niveau de l'insertion, comment peut-on faire le diagnostic différentiel avec une tendinopathie? Excellente question, très bien. Une tendinopathie, elle est connue par la triade. On peut faire une contraction. La tendinopathie, ça va donner une contraction douloureuse, et le douloureuse à l'étirement, et le douloureuse à la palpation. Sauf que les trigger points, par exemple, ils vont être douloureux à la palpation, mais ils ne vont pas être douloureux à la contraction musculaire, des fois. Et des fois, ils ne sont pas douloureux à l'étirement, ils sont douloureux à la contraction. Donc, ils ne remplissent pas tous les critères d'une tendinopathie. Après, une tendinopathie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il change de douleur avec la diminution ou l'élévation du bras de levier ou de la charge. Un trigger point, il garde la même douleur. Je m'explique. Et je prends le meilleur exemple que je préfère, c'est l'épaule. Donc, si j'ai une tendinopathie d'épaule, si je fais une abduction à main avec la main tendue comme ça, je vais avoir une douleur. Je vais dire, par exemple, 8 sur 10 sur l'échelle visuelle analogique. Mais si je fais une abduction avec coude fléchi, je fais une abduction comme ça, j'ai diminué le bras de levier, et donc j'ai diminué les contraintes sur mon tendon, donc je vais avoir une diminution de la douleur. 5 sur 10, 4 sur 10. Ça, c'est une douleur de tendinopathie. Par contre, une douleur d'un trigger point ne changera pas avec un bras de levier. C'est pour ça que c'est toute une démarche de bilan et de raisonnement clinique, toujours qui va nous guider pour déceler c'est quoi le problème exactement. En fait, il me reste 3 autres questions, mais qui intéressent la partie traitement. Est-ce que vous pouvez commencer ça? Et comme ça, okay. Je vous lis les questions concernant... Oui. Très bien. Donc, pour le traitement, je propose la première technique de traitement pour les trigger points. C'est ma technique préférée, c'est le dry needling. Tout d'abord, pour préciser et classer le dry needling. Le dry needling, ce n'est pas l'acupuncture. Il faut faire la différence entre les deux. L'acupuncture, c'est quelque chose c'est de la médecine chinoise, qui est basée sur le yang et le yang, des choses voilà, qui ne relèvent pas beaucoup de la science qu'on étudie, nous, kinésithérapeutes, médecins, etc. Et c'est basé sur des circuits d'énergie. Et ça, c'est pas notre taf beaucoup. Le dry needling, c'est une thérapie manuelle instrumentale, ce qu'on appelle des techniques de thérapie manuelle instrumentalement assistée. L'instrument ici, c'est l'aiguille qu'on va utiliser. Donc, on le classe maintenant comme thérapie manuelle. Aux États-Unis, il est classé comme thérapie manuelle. En France, maintenant, il est reconnu. En Nouvelle-Zélande, en Australie, il est reconnu comme thérapie manuelle instrumentale. Maintenant, ce dry needling, comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'on fait? Très simple. C'est très simple. On cherche un trigger point. On met une aiguille directement dans le trigger point. Mais pas n'importe lequel. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé de plusieurs types de trigger points. Oui? Oui, Science. Oui, la question qui se répète. En fait, pour les lives, ceux qui veulent revoir les lives, ils ont la possibilité de les revoir pendant 24 heures dans notre story. Ils ont également la possibilité de retrouver le live dans la chaîne YouTube Physio TV de notre cher collègue Mouad Fadl. Et donc, Mouad Fadl, donc peut-être d'ici 12 heures ou bien 24 heures, vous aurez la vidéo qui est enregistrée sur YouTube. Merci. Donc c'est Agnès Science. Donc, comme je disais, les triggers
d'un trigger point primaire et puis secondaire. Et puis actif, et on a parlé plus de latent. On a dit qu'il est douloureux tout le temps, même spontanément. Et après, on a le latent qui n'est pas douloureux spontanément. Et le primaire, c'est lui qui s'est installé au premier, après l'autre en deuxième. Donc, même en traitement avec dry needling, on va commencer par les points qui sont primaires, puis par les points qui sont actifs au début. Après, traiter ces points qui sont actifs et primaires, là, on va passer aux points qui sont satellites et aux points qui sont secondaires. Ça, c'est de 1. De 2, quand ils ont fait des études cliniques sur le dry needling, ils ont fait de l'in vitro dont l'in vivo. Ça veut dire qu'ils ont utilisé des méthodes in vitro comme l'EMG, l'électromyogramme, dans des corps humains, pas cadavres, corps humain, une personne, voilà, portant dans un grand échantillon. Ils ont trouvé que après application du dry needling, avant et après, il y avait un énorme changement. Quel est ce changement? Ils ont trouvé que sur un muscle qui présente des trigger points de décontracture, il y avait des signaux très importants d'électromyogramme. Parce que le muscle, il présente des contractures, et notamment plus marquées si les contractures sont myoélectriques. Et donc, ils sont parlantes à l'EMG. Et donc, ces contractures parlantes à l'EMG, ils donnaient des signaux. Après application de dry needling, ils ont mesuré sur les mêmes muscles avec le même EMG, ils ont trouvé une nette diminution du tonus de ce muscle, avec une nette diminution des ondes émises par l'EMG. Ça veut dire que un effet post-immédiat de l'application du dry needling, ça a diminué beaucoup et nettement l'activité électromyographique au niveau de ces trigger points et ces zones musculaires qui étaient contracturées. Et donc là, ça a montré que le dry needling, vraiment, il a un effet post-immédiat de décontraction de ces trigger points. Après, sur l'évaluation d'une échelle visuelle analogique de la douleur, il a été démontré que en post-immédiat, on aura des diminutions de 5 à 10, de 5 sur 10, de 6 sur 10 au niveau de la douleur, et même une amélioration au niveau de la fonction, comme l'élévation du bras, etc. Des patients, avant, on appliquait sur tous les muscles scapulaires, avant et après on avait une nette improvement, une nette amélioration de l'élévation. Donc, on a testé sur le tonus en in vitro avec l'EMG, on a testé sur la douleur cliniquement, et on a testé sur l'échelle de la fonction. On a trouvé que l'amplitude s'améliore et la fonction s'améliore. Donc, comment appliquer? Très facile, ça nécessite une formation pratique, mais je vous initie théoriquement à quelques points. C'est que un dry needling, ça se pratique avec une aiguille très fine, comme celle de l'acupuncture, mais c'est différent, avec beaucoup de rigueur en matière d'asepsie et de désinfection, avec port des gants, etc. Et on localise le trigger point, on le localise, et on traite le trigger point primaire en premier. On travaille et on cherche certains signes qui vont évocateurs d'une réussite de la manœuvre. Si on traite les trigger points primaires sur un muscle, on peut garantir une diminution de la douleur, une restauration de l'extensibilité de ce muscle. En post-immédiat, directement, on peut le constater. Directement. On n'a pas besoin de 2-3 séances pour le constater. L'amélioration, on la constate en post-immédiat. Mais pour pérenniser cet effet, on a besoin de 2-3 séances à 4. N'oubliez pas que, par exemple, maintenant, quand je dis le dry needling, c'est un traitement pour le trigger point et pas un traitement pour toute la pathologie qui est une raideur musculaire ou une hypoxtensibilité. Il faut qu'il soit considéré comme un adjuvant. Il faut aussi mettre dans la tête qu'un trigger point, ce n'est pas une pathologie. C'est une observation clinique associée à d'autres pathologies qui va causer d'autres problèmes. C'est un point dans le tout. Et donc, ne pas considérer que le trigger point est un diagnostic. OK? Ça, il faut le mettre dans la tête. Après, d'autres modalités de traitement le dry needling sur un tendon, un dry needling sur un tendon. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, maintenant. Yallah, Oulis, kan smak. Un dry needling sur un tendon, maintenant un INSEP. L'INSEP, c'est la structure numéro 1 en médecine et kiné de sport en France. On fait plus de peignage sur un tendon.
Par exemple, dans les pubalgies, les formes les plus récalcitrantes de tendinopathie d'adducteur, auparavant, on opérait les sportifs, on mettait du peignage, on faisait du peignage sur le tendon pour le restaurer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fait du draining sur le tendon directement, mais éco-guidé, avec de l'échographie. C'est là où ça émanait aussi la nécessité de faire une formation en échographie chez les kinésithérapeutes, maintenant qui est reconnue partout au monde. On attend que ça arrive au Maroc, mais ça va arriver, d'utiliser l'échographie par les kinésithérapeutes pour faire du draining aussi, sur des tendons. Et pour d'autres traitements, c'est les points ischémiques manuels. Un point ischémique manuel, soit on l'utilise directement, on va appuyer sur le trigger point pour la contracture, manuellement, avec un coude ou avec une banane. Voilà. Quand je dis la banane, c'est la banane technique en acier qu'on utilise pour faire un trigger point. Ou soit on fait l'appui et on demande une contraction musculaire, des contractions, un cycle de contraction, des contractions, et on maintient 45 secondes. On peut le maintenir 45 secondes, répéter quelques fois. Ça peut donner des résultats aussi. Oui, Sion, s'il y a des questions. Alors en fait, j'ai des questions qui sont proches. Si vous répondez à ça, ça va éliminer pas mal de questions. Je vais citer quelques traitements. Vous allez me dire, est-ce que c'est bien pour les trigger points? Le froid, l'onde choc, le crochetage, le K-tape. Ok. Je commence par le froid. Une très bonne question. Froid ou chaud? Froid ou chaud, c'est froid et le chaud, ça dépend. Oui, Hassan, il rigole par rapport à la... C'est le seul qui connaît la banane maintenant, c'est Hassan. Je ne vous conseille pas de l'essayer avec vos patients. Oui. Donc, on disait, la première technique, tu as dit, le premier traitement, c'était le froid. Le froid, le chaud. C'est très simple. Il y a des triggers. Onde de choc. Oui. D'abord le froid. Le froid ou le chaud, ça dépend du type de la contracture ou du point trigger. Si on a un point trigger myométabolique, ça veut dire qu'il est installé depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, là, on utilise le chaud. Si on a un point trigger myoélectrique qui vient d'être installé, tout frais, dû à un excès d'étirement, là, on utilise le froid. Très simple. Un point trigger myométabolique, on a besoin de chaud pour un petit peu améliorer l'irrigation de la circulation pour faire venir l'ATP. Un point trigger myoélectrique, on a besoin du froid pour ralentir l'activité des nerfs sensitifs qui vont véhiculer l'activité du fuseau neuromusculaire et ainsi diminuer le réflexe de contraction. Ça, c'est pour le froid et le chaud. Les ondes de choc. Les ondes de choc, c'est par phénomène ce que je retiens dans les ondes de choc, ce que je lance comme message dans les ondes de choc, c'est très simple. Ils ont constaté biologiquement à l'intérieur, quand on applique des ondes de choc, on a la libération du growth hormone, les hormones de croissance. Et ces hormones de croissance, ils ont un pouvoir réparateur très important. Et c'est là, on sait très bien qu'un point trigger, c'est une zone ischémiée, irritable avec de l'acidité et tout. On a besoin d'un processus de réparation. Et donc, là, quand on met des ondes de choc, donc on va comme ravifier la zone et donner des growth hormones pour remplacer le tissu qui était ischémié. Le troisième traitement, c'était quoi? Troisième traitement, crochetage, K-tape. Crochetage et K-tape. Pour le crochetage, c'est bien pour relaxer le muscle parce qu'ils ont montré que ça agit même sur le réflexe de Hoffman et ça diminue un petit peu le tonus d'un crochetage. C'est bien en général pour le muscle, mais pour traiter un trigger point précis, non. Pour le K-tape, il ne dépasse pas l'effet neurophysiologique. La seule chose qui possède le K-tape comme pouvoir thérapeutique, c'est un rôle proprioceptif ou neurophysiologique qui va agir un petit peu sur la douleur. Deuxième rôle, qui va agir sur des hématomes, etc., et des liquides. Il va essayer de favoriser le passage de certains liquides. Au niveau des points, c'est un phénomène d'ischémie qui ne peut pas être résolu tout simplement avec un K-tape. Alors, j'ai des questions concernant un peu quelques contextes pathologiques. Par exemple, le syndrome du périforme.
Si Oui, nous avons un trigger point dans le syndrome du périforme, alors comment peut-on faire la différence entre, entre une vraie sciatalgie d'origine radiculaire et plutôt un syndrome du périforme? très bien. Ça, c'est pas une question de de modalités de traitement, mais de diagnostic différentiel entre une sciatalgie d'origine radiculaire et périforme. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre pour une culture kinésithérapique, c'est que le syndrome du muscle périforme n'est pas un diagnostic. C'est une observation clinique aussi. Deuxième des choses, comment faire la différence? C'est la source de la douleur. Une douleur d'origine discale, elle commence vraiment plus haute, dans un niveau, dans un étage plus haut qu'une douleur du périforme. Une douleur de périforme, il sort vraiment de la fesse. Une douleur d'origine discale, il va sortir de la région lombaire ou carrément sacrée, sacro-lombaire, dans la charnière sacro-lombaire. Et ça, c'est différent. Deuxième des choses, il y a des tests cliniques, comme le test de la, le SLAMP test, le signe de la sonnette. Beaucoup de tests disco qui vont nous montrer un petit peu quelle est la différence entre une douleur discale ou une douleur périforme. Par contre, une douleur d'origine muscle périforme, ça va être une douleur qui va être accentuée par la rotation médiale du membre inférieur. Parce qu'on va le mettre en jambe au long du corps, si on met la rotation médiale, parce qu'il fait partie des piles vitrocontériens qui sont rotateurs externes. Et si on le met en tension, il va irradier. Deuxième manœuvre, c'est de faire une flexion de hanche à 90 et faire une adduction. Et là, il inverse d'action, il devient acteur horizontal. Donc, on fait l'adduction horizontale et ça va déclencher encore les douleurs. Par contre, on n'aura pas ce déclenchement de douleur en cas d'hernie discale ou de douleur radiculaire. C'est comme ça qu'on peut faire la différence entre les deux. Pour le traitement, très simple, c'est qu'au niveau de drain needling, qu'on peut faire un drain needling, par exemple, sur un périforme. Il faut très bien connaître son anatomie morphopalpatoire pour bien localiser le périforme et ne pas tomber directement sur le sciatique et travailler sur le périforme avec une aiguille plus longue. Alors, j'ai une question très intéressante, peut-être il faut le dire. Euh, Comment faire la différence entre un drain needling et l'acupuncture? Oui, très bien. Le drain Comment faire needling la et différence entre les l'acupuncture. deux? Oui, la différence entre le drain needling et l'acupuncture, tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, le contexte n'est pas le même. Le drain needling, c'est de la thérapie manuelle, ça relève de la kiné. L'acupuncture, ça relève de la médecine chinoise. OK? Ça, c'est de 1. De 2, l'acupuncture respecte une cartographie de points d'énergie dans lesquels il applique les aiguilles. Et il s'appuie sur des réflexes aussi. Et ils ont une carte à prendre par cœur dans laquelle on va mettre les aiguilles. On ne met pas les aiguilles ailleurs. Le drain needling, non. Le drain needling, il est basé sur un raisonnement clinique et un examen clinique du patient, de l'interrogatoire. Et on doit localiser cliniquement les trigger points, bien les localiser et traiter sur le trigger point en visant l'enveloppe du muscle, en visant le muscle, en visant les fascias, en visant le tendon. Ça n'a rien à voir avec l'acupuncture. Le seul point commun, c'est l'aiguille. Le seul point commun, c'est l'aiguille entre l'acupuncture et le drain needling. Alors, j'ai une question concernant est-ce que certains syndromes douloureux comme une tendinopathie et une névralgie, par exemple, pourraient occasionner des trigger points? Et inversement aussi, est-ce que... Oui, oui. Intéressant comme question, c'est que des douleurs en provenance d'un tendon ou n'importe quelle douleur, si par excès de nociception ou de douleur va donner un spasme musculaire qui va donner de la contraction permanente, qui va engendrer les deux hypothèses qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure de la crise énergétique, de la plaque motrice déficitaire, et ça peut être des conséquences à une douleur, et donc il peut former des trigger points. L'inverse maintenant, on a des trigger points formés qui vont donner des trigger points, par exemple, d'insertion, et cette insertion, s'il diminue de dimension, on sait très bien, je prends une tendinopathie sur laquelle on va parler demain, c'est tendinopathie achillienne. La plupart des sportifs ou de patients qui font une tendinopathie achillienne, on observe chez eux un tendon qui est plus court que la normale. Donc, si j'ai un trigger point d'insertion sur des tendons avec
un problème de dimension du tendon, par la suite, ça peut donner comme conséquence une tendinopathie. Donc, la question, elle est très intelligente, elle est très bien réfléchie, et c'est vrai, dans les deux sens, c'est valable. Alors, j'ai des questions concernant le suivi de l'acte du dry needling. Oui. Est-ce que tout d'abord, c'est contre-indiqué chez la femme enceinte? Quels sont les bons signes de la réussite de la technique? Et est-ce que l'échymose après le dry needling est normale? Très bien, ça c'est quelqu'un qui a fait le cours avec nous. Il sait très bien les trucs. Ça c'est pour... Après l'échymose, je commence par l'échymose occasionnelle. L'échymose occasionnelle, c'est un signe indésirable qui est normal. Quand tout traitement, il a des signes indésirables, qui engendrent des signes indésirables. Mais on n'a pas toujours ce signe d'échymose. Sauf si la personne, elle a une peau très sensible, avec une circulation voilà, très superficielle et avec de mauvais facteurs de coagulation. Et le problème avec l'échymose, quand est-ce que l'échymose, c'est une erreur. Et on ne doit pas avoir l'échymose. Si on pique une personne avec un problème de coagulation, une personne qui est sous anticoagulant, ou une personne qui a un déficit de vitamine K, ou un problème qui a une suffisance hépatique, là, il ne faut pas traiter ces gens avec le dry needling, parce qu'ils ont tous un facteur en commun, c'est qu'ils ne vont pas coaguler du sang correctement. Ça, il faut faire attention. Si, à part ces gens-là, si on a une échymose, une pression ischémique après l'application de dry needling avec un bout de coton avec de l'alcool suffira et il n'y a pas de problème. Pour la femme enceinte, pourquoi dans les contre-indications relatives on trouve la femme enceinte? Parce que justement dans l'acupuncture, on a des points réflexes qui vont accélérer l'accouchement, on va agir d'une manière ou d'une autre réflexe sur la grossesse qui ne doivent pas être appliqués. Et donc, pour éviter à ce que les gens qui ne connaissent pas la cartographie de la femme enceinte touchent ces endroits, ils ont contre-indiqué relativement. Mais si tu veux faire ça sur un péroné, le muscle fibulaire au court fibulaire ou long fibulaire chez une femme enceinte, ça n'engendre aucun effet, pas de problème. Quoi encore? D'accord. Comme question? Alors, quels sont les bons signes de la réussite de la technique? Les bons signes de la réussite de la technique, c'est d'abord une diminution nette de la douleur. On part d'une douleur de 8 sur 10, de 7 sur 10 jusqu'à 1 sur 10, 0, etc. Deuxième des choses, amélioration de la fonction. Ça veut dire que, j'ai dit tout à l'heure dans le bilan, on va palper, on va voir la douleur, le VA, on va demander par exemple l'inclinaison, etc., le mouvement. Si le patient était limité, après, pour savoir si la manœuvre était bien réussie, on doit avoir une diminution de la douleur et on doit avoir une amélioration de la fonction et du mouvement, etc. Ça, ce sont quelques signes de réussite de la manœuvre. Alors, j'ai un ajout. En fait, Fatem Zara, apparemment, il pratique l'acupuncture. Il nous informe que c'est vrai qu'ils sont obligés de suivre une cartographie, mais parfois, il sort de la carte quand il s'agit des points qui sont en dehors de la cartographie de l'acupuncture. Ils peuvent les traiter comme nous, on traite par le dry needling. J'ai une question de Lamia qui a fortement participé à ce live par ses interactions. Est-ce qu'on peut dire pour une fibrose d'un muscle? Oui. J'ai arrêté. L'ajout par rapport à l'acupuncture, j'ajoute quelque chose, c'est que quand tu sors de la cartographie, tu sors de l'acupuncture. Tu fais du dry needling, quelque part. Dès qu'on sort de la cartographie de l'acupuncture, on ne fait plus de l'acupuncture. Oui. Quelle est la question? Oui, la question. La question de Lamia qui se demande est-ce que une fibrose d'un muscle... L'acupuncture, il y a beaucoup de... Oui. Est-ce que vous pouvez répéter parce que nous n'avons pas entendu? On entend très mal silence. La dernière phrase. La dernière phrase, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, par contre... la dernière phrase, ما سمعتهاش.
Par contre, l'acupuncture, comme le dry needling, elle a prouvé scientifiquement qu'elle est efficace. L'acupuncture, c'est aussi un traitement très efficace. D'accord. Alors, la question de Mademoiselle Lamia, il nous demande est-ce qu'une fibrose des ischio-jambiers avec une hypoextensibilité pourrait être utilisée, ou on pourrait utiliser le dry needling? Oui, oui. Ça peut utiliser parce que le dry needling aussi, parmi les objectifs du dry needling, c'est de casser la fibrose. De casser la fibrose. Si on fait du dry needling stratifié sur le muscle, on casse quelque part la fibrose et on redonne les plans de glissement. Bien sûr, là, on peut faire le dry needling, on peut faire du crochetage, etc. Plusieurs techniques. Et le dry needling peut faire partie des techniques qui vont ajouter quelque chose. Oui. Alors, question de Madame Houda, il nous demande quel est le temps idéal de la technique du dry needling. Je pense qu'il fait référence dans la chronologie de la pathologie ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est aigu, chronique ou bien? L'avantage du dry needling, c'est que on peut l'utiliser en aigu comme on peut l'utiliser en subaigu comme en chronique. C'est ça l'avantage du dry needling. Il est utilisé dans toutes les phases, mais ce qu'il faut mettre dans la tête, et je le dis, je le répète, que c'est un adjuvant dans la boîte à outils thérapeutique. Il ne faut pas dire que je vais traiter toute la pathologie avec du dry needling. Ça, c'est une erreur. Dry needling, thérapie manuelle clinique, pratique, articulaire, faire des techniques musculaires, travailler avec du renforcement, beaucoup de choses pour aboutir à un bon résultat. Sur les trigger points, le dry needling reste un meilleur traitement. Alors, Sismaïl, avant de vous lire la question suivante, j'aimerais vous préciser qu'il y aura un live sur les techniques myotensives, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et là, je vous lis la question. Est-ce qu'on peut combiner le dry needling et d'autres techniques comme levée de tension et écart thérapie? Donc, est-ce que vous pouvez combiner ça? On peut combiner le dry needling et le lever de tension. Le lever de tension, je laisserai Sion l'expliquer la semaine prochaine. Pour la écart thérapie, ce n'est pas une technique. La écart thérapie, c'est une technologie basée sur un courant, voilà, et une haute fréquence, etc., une radiofréquence, avec des points capacitifs et résistifs, qui va aider beaucoup à la régénération tissulaire, à l'échange tissulaire, les périmies, etc. On peut le combiner avec. Oui. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que des pathologies articulaires pourraient donner des trigger points? Alors, il nous reste 20 secondes. Alors, il nous reste 20 secondes. Je vais couper et je vais reprendre l'appel. Cette coupure, comme vous le savez, ça dure 1 heure. On a terminé l'heure du live, mais avant de terminer, je vais poser quelques questions pour M. Smaïl, qui va reprendre son explication. Et maintenant parmi nous. Alors, comme c'est Smaïl, vous étiez en train d'expliquer la técarthérapie. Oui, j'ai dit que la técarthérapie, ce n'est pas une technique. La técarthérapie, c'est une technologie qu'on utilise qui a micro-courant à très haute fréquence, voilà, qui va essayer d'aller stimuler un petit peu les mécanismes de régénération tissulaire, etc. C'est tout. Alors, pour les pathologies articulaires, est-ce qu'ils peuvent occasionner des trigger points? Les pathologies articulaires, bien sûr, ils peuvent engendrer des trigger points. C'est que les trigger points, ils peuvent être un résultat d'un excès de nociception dans la région. Si en périarticulaire, j'ai des tendons et des muscles, si l'articulation est douloureuse,
c'est très physiologique, d'avoir comme réaction une contracture musculaire et un spasme musculaire réactif. Et donc là, vu que j'ai mes muscles qui vont réagir par contraction, tôt ou tard, je vais épuiser mes réserves d'ATP et je vais former des trigger points. Alors, je pense que toutes les questions ont été posées. Je vous remercie infiniment parce que vous avez répondu à pas mal de questions qui seront posées pour la semaine prochaine. J'ai une dernière peut-être. Sismail Ben Allah, il vous demande la sensation d'un fourmillement transitoire lors de l'application du dry needling. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si vous sentez un fourmillement durant l'application de dry needling, ça veut dire que vous êtes en train de faire du dry needling sur un nerf directement. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que les vaisseaux et les nerfs ne sont pas influencés négativement par l'application du dry needling. Ça veut dire, je dis pas qu'il faut faire des conneries et il faut faire du dry needling sans être formé, sans connaître, sans connaître l'anatomie morphopalpatoire, le passage des nerfs. Non, mais si vous trompez un jour et vous touchez un vaisseau ou un nerf, ça ne va pas engendrer des effets négatifs. L'anatomie et le passage des nerfs. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui, je sens. Alors, il y a une partie du traitement peut-être que vous n'avez pas évoqué, c'est l'utilisation de l'électrothérapie associée au dry needling. Il y a une question là-dessus. Très bien. Oui. L'électro avec le dry needling. Oui, on utilise l'électro associé au dry needling. Ça s'appelle la stimulation intramusculaire profonde assistée par électrothérapie. Parce que l'électrothérapie, là, ça va engendrer une stimulation, une mobilisation des myofibrilles musculaires en elles-mêmes. Ça va les faire glisser. Ça va les faire glisser l'une sur l'autre. Et donc, ça peut aider un petit peu à enlever tout ce qui est inflammation de la zone, acidité et décontraction de la myofibrille. La stimulation électrique, ça reste toujours un adjuvant qu'il faut des fois associer au traitement par dry needling. Oui. Alors j'ai une question. Et le massage, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le massage. Le massage, je ne suis pas un spécialiste. Vraiment, j'essaie d'éviter au maximum, à part l'application du pommade d'une crème, à part ça, c'est vraiment, il faut qu'on diminue un petit peu notre recours à ces techniques-là. Voilà. Qu'ils n'ont pas prouvé vraiment la différence du placebo. Il n'y a pas grand-chose par rapport au placebo. Il y a une question concernant le strain counter-strain, technique de Jones, et le laser. Est-ce que... Oui. Les techniques de Jones, c'est une technique qui relève pas de la thérapie manuelle, il relève de l'ostéopathie. J'étais formé par Antoine 19, un ostéopathe français, et j'ai fait ces techniques. C'est une technique quand même qui est très efficace, mais cliniquement, il reste flou parce que des fois, ça donne des résultats, des fois, ça ne donne pas de résultats. Mais ce qu'il faut savoir dans ce live, c'est que le strain contre strain ou les techniques de Jones n'agissent pas sur les trigger points. Ils vont agir sur ce qu'on appelle les tender points. Les tender points, selon l'ostéopathe qui a créé la technique du strain contre strain, c'est comme des trigger points, mais qui ne dépassent pas plus de 1 centimètre carré. Ils sont limités dans leur taille et leur dimension. Pour les gens tout à l'heure qui posaient les questions entre trigger point et contracture, c'est macro, micro. Et maintenant, le tender point, c'est très petit. Il ne dépasse pas 1 centimètre de mètre carré. Et là, c'est en lien avec la lésion somatique qui a été expliquée l'autre fois. La lésion, la lésion somatique, c'est qu'on a un dérèglement et après, si on a un décalage articulaire qui va causer l'étirement d'un côté et la contraction de l'autre côté comme réflexe, donc c'est ça, il faut juste ajuster je dis n'importe quoi, si j'ai un tender point ici dans mon biceps, il faut raccourcir au maximum. Ça veut dire si le biceps fait une flexion du coude, il participe à l'antépulsion et la supination, on strain, ça veut dire que je dois faire une flexion, je dois faire une antépulsion et une supination. Rapprocher les insertions musculaires au maximum.
l'opposé du lever de tension musculaire qui consiste, voilà, si on veut l'expliquer la semaine prochaine, qui consiste à mettre le muscle en étirement. Ça, c'est pour le strain contre strain. Le tense et les trigger points. Le tense et les trigger points, oui, ça revient au même de la question de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'électro associé un petit peu au dry needling. C'est que des fois, il y a des appareils, des machines qui sont programmées que tense, parce que pour les machines dry needling, c'est des machines spéciaux, où l'électrothérapie associée à l'acupuncture aussi, c'est spécial. C'est des courants, voilà, bien définis et tout. Mais là, des appareils, il n'y a que le tense, ça n'empêche aussi d'utiliser le tense, ça donne des résultats avec le dry needling. Alors, en fait, j'ai beaucoup de questions qui ont déjà été posées auparavant et vous avez répondu à ça. Peut-être une dernière question pour le mécanisme d'action. Il y a une participante qui vous demande, vous nous avez dit qu'on crée une inflammation pour restaurer un trigger point. Est-ce que vous pouvez éclaircir les participants sur ce point-là? Comment une inflammation pourrait permettre une restauration d'un trigger point? Très bien. C'est une excellente question. C'est une question qui relève de la partie mécanisme d'action du dry needling. C'est que il faut connaître la première partie, que un trigger point, il y a deux problématiques. Il y a une congestion veineuse et une ischémie. La congestion veineuse, il va garder de l'acidité dans l'endroit. Et donc, ça donne de l'irritabilité. Mais l'ischémie, c'est un problème qui va priver la région de l'oxygène. Et vous savez tous que quand on n'a pas d'oxygène dans la région, le résultat, c'est la nécrose de quelques myofibrilles. Et donc, ce tissu qui devient endommagé, on ne peut pas venir construire là-dessus avec une nouvelle collagène, etc. Ça va donner une architecture, voilà, qui est anarchique. Et donc, pour une meilleure cicatrisation de cette zone et formation de nouveaux myofibrilles, voilà, morphologiquement saines, il faut une inflammation. Cette inflammation, qu'est-ce qu'il fait? L'inflammation, il augmentera la perméabilité du réseau sanguin. Et donc, ça va donner plus de passage de macrophages pour venir phagocyter et enlever ce tissu qui est légèrement nécrosé pour laisser l'occasion à un autre tissu de se déposer là-dessus. Merci, M. Smeril. Vos explications, ils étaient vraiment à la hauteur. Vous nous avez permis un peu de réviser notre cours de Trigger Point, tous. Et donc, avant de vous donner rendez-vous pour demain, j'aimerais rappeler le programme. Demain, Mademoiselle Houda El-Hello, kinésithérapeute du sport, il sera parmi nous pour la première fois. Il va parler des tendinopathies achilliennes. Et la semaine prochaine, nous avons beaucoup de thèmes. Et pour la première fois, un thème sur la neurologie. Pour la troisième fois, avec Madame Lami Ad-Dabbar, qui va toujours expliquer de manière très facile à saisir sur les problèmes en péroniologie. Donc, on va vous annoncer les titres. Et bien d'autres thèmes comme les techniques myotensives qui seront abordées pendant la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous pour demain. Et merci beaucoup, Sismay. Merci. Merci, Sions, beaucoup pour les questions et tout. Merci à toutes. À tous.